Masechet Gitin Daf Kaf Amud Bet. On va commencer par Kaf Amud Aleph au troisième tiers de la page. Tanu Rabanan Vekatav Velo Hakak. Quel est le din si quelqu'un, au lieu d'écrire le guet à son épouse, il a gravé sur une surface? Est-ce que la gravure est considérée comme une écriture ou pas? Alors, la Baraïta d'entrée de jeu, elle disqualifie la gravure. Elle dit Vekatav, Velo Hakak. Dans la Torah, à propos du guet, il est écrit Vekatavla Sefer Keritut. Il va lui écrire un livre de rupture. Donc on parle bien d'écriture, on ne parle pas de gravure. La Gemara s'étonne en disant les memra de Hakika Lav Ketiva Hi, sous-entendu qu'une gravure n'est pas considérée comme une écriture. C'est bizarre. Quelle est la preuve du contraire? Urminhu, on a pourtant appris le contraire. Qu'est-ce qui est écrit? Eved sheyatsa birtav she'al gabe tavla ou pinkas yatsa la herut aval lo birtav she'al gabe kippa ve'aduktere. C'est-à-dire, vous le savez qu'un Eved Kenaani, il est affranchi. Il peut sortir en liberté lorsque son maître lui donne un get shehrur. Et on sait que le get shehrur, il a exactement le même statut qu'un get isha, c'est-à-dire les mêmes halachot, puisqu'on apprend le get shehrur de get isha. Alors si la gravure n'est pas cachère pour un get isha, donc ça ne devrait pas être cachère pour un get shehrur. Et pourtant, il est écrit clairement qu'un Eved Kenaani qui est sorti avec un get shehrur qui était al gabe tavla ou pinkas. Et comment est-ce que le pinkas, quel était le tableau qu'utilisaient les soharim? En fait, c'était un tableau qui était recouvert de cire et les commerçants écrivaient sur le pinkas ou sur ce louah avec quelque chose de pointu. Et la gravure dans la cire, c'était l'écriture. Eh bien, on nous dit que même si le Hadon a donné à son Eved Kenaani un get shehrur qui était sur un pinkas, comment ça écrit? Hakuk al gabe tabla au pinkas, eh bien, il est yotze la herut. Il est libéré. Donc tu vois clairement que la gravure dans la cire est considérée comme une écriture. Alors si la gravure est considérée comme une écriture, pourquoi tu me dis que ce n'est pas cachère? Nachon? Entre parenthèses, la Baraïta nous dit clairement que c'est seulement la gravure qui est cachère, mais pas la brodure. Rashi nous dit pourquoi la brodure n'est pas cachère. Il dit parce que le fil, le long du fil, il n'est que posé sur le tissu et les deux extrémités du fil sont plantées dans le tissu. C'est comme ça qu'on coud. Comment on coud? On coud, eh bien d'un côté, c'est ça un point de couture ou de brodure, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Et le long du fil d'une extrémité à l'autre, il est juste posé. On peut changer un mot comme on veut, là, après. Comment? Après la broderie, on peut changer comme on veut. Exactement. Ce qui veut dire que c'est juste planté dessus, dans les deux extrémités, mais le long du fil, il est juste posé. Ce n'est pas de l'écriture ou la gravure. La gravure, c'est comme l'écriture, mais pas la brodure. La brodure, sous forme de lettres, ce n'est pas cachère. Alors, juste entre parenthèses, comment on parle ici de la brodure? Avalo birtav she'al gabe kippa ve'aduktere. C'est-à-dire, lorsque les femmes mettaient une kippa, c'est un genre de bonnet qui était brodé. Si par exemple, le mari, il a été acheter un foulard à sa femme, il lui a acheté un foulard
un bonnet. Et sur ce bonnet-là, il a brodé l'écriture du guet. C'est-à-dire, il lui a offert un très beau foulard avec le guet brodé dessus. Eh bien, s'il avait écrit avec un feutre sur le foulard, il n'y a pas de problème. Le problème juste, c'est la broderie. Alors, le point de chute, c'est la kushia. Comment tu peux dire que la gravure, ce n'est pas cachère, mais la baraïta, elle dit clairement que c'est cachère, puisque quand il a gravé sur le pinkas, c'est cachère. Réponse. Amar Ola, Amar Abil Azar, la kashia. Hadehak tochot, hadehak yerechot. C'est-à-dire, il y a deux sortes de gravures. Il y a de la sculpture et il y a de la gravure. C'est-à-dire, quand je grave la lettre elle-même, par exemple, j'ai une plaque de cire et je prends un élément pointu et je commence à graver des lettres, il n'y a aucun problème. Ça, c'est comme de l'écriture, c'est cachère. Ce qui n'est pas cachère, si par exemple je prends un couteau et je commence à creuser tout autour, je creuse tout autour de la lettre. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Il reste de la cire, il reste que la lettre. Il reste le relief. Ça, c'est ce que j'appelle de la sculpture. Quand c'est le contour de la lettre que j'ai creusé et la lettre elle-même, elle reste en relief, ça, ce n'est pas cachère. Car il n'a pas écrit la lettre. Il n'a que creusé le contour de la lettre. La lettre était déjà écrite. Donc ça ne s'appelle pas avec katav. Voilà pourquoi le guet ne serait pas cachère. Alors maintenant, répétons. Dans quel cas c'est moutar et dans quel cas c'est assour? Dans quel cas le guet est cachère, dans quel cas il n'est pas cachère? Si on a gravé les lettres elles-mêmes, alors c'est considéré comme de l'écriture. Ça s'appelle vekatav. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est comme ça que le Eved Kenaani peut être libéré, comme il est écrit dans la Braïta. Eved sheyatsa birtav she'al gabe tavla ou pinkas yatsa la herut. Il est ben horin, car le get behakika, le get shehrou behakika, c'est cachère. Pourquoi pour la femme tu m'as dit pas cachère? Ah, la femme qu'on a dit pas cachère, c'est seulement quand il a été ce qu'on appelle hak tuchot, mais pas hak yerechot. Quand il est hak yerechot, c'est cachère. Hak tuchot, ce n'est pas cachère. Rabotai, je sais que vous avez compris, mais je voudrais m'assurer que, même en hébreu, vous l'avez compris. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que hak tuchot? Hak tuchot. Ce n'est pas l'écriture. C'est quoi hak tuchot? Traduction. Par exemple, j'ai gratté à l'intérieur. Non, hak, On gratte, on creuse. À l'intérieur de la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur de la lettre? Alors par exemple, on va prendre un même sophite. Regardez, alors je prends un samer. Par exemple, un samer, c'est un rond, d'accord? Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait avec le couteau? Il prend le couteau, il commence à gratter à l'intérieur. Ensuite, il gratte à l'extérieur. Qu'est-ce qui reste? Il reste le relief. Donc la lettre samer, elle n'a jamais été écrite. On a gratté et creusé tout autour et à l'intérieur. C'est quoi tochot? Hak tochot. Il a creusé à l'intérieur de la lettre. Ou il l'a creusé aussi à l'extérieur de la lettre. Donc la lettre, elle est ressortie en relief. C'est-à-dire, elle n'a jamais bougé. La lettre n'a jamais été écrite. On a juste creusé autour et à l'intérieur. Et la lettre, elle est en relief. Donc elle n'a jamais été écrite. Ça, ce n'est pas cachère. Aussi bien dans Get Shehrur comme dans Get Isha. Par contre, ce qu'on a vu que oui, c'est cachère, c'est Hak Yerechot. C'est quoi Yerech? Le pied. Le pied de la lettre, comme on dit en français, le pied de la lettre. Ça veut dire qu'il a gravé, il a creusé la lettre elle-même. On avait une surface de cire
j'ai une surface de bois et on prend quelque chose de pointu et on commence à graver la lettre. Ça veut dire j'ai creusé dans le bois, j'ai creusé dans la cire quoi? La forme de la lettre. Cette gravure, elle est cachère parce que c'est comme l'écriture elle-même. Parce que ce que j'ai gravé, c'est la forme de la lettre elle-même. Comment ça s'appelle en hébreu? Hak yerechot. Qu'est-ce qui est pas cachère? Qu'est-ce qui est cachère? Répétons. Hak tochot, pas cachère. Hak yerechot, cachère. La Gemara pose une question, elle dit Vetochot lo urminhu lo haya ketavo shokeya et la bolette kedin rezahav vehadin rezahav tochot hen. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit pourquoi tu dis que ce n'est pas cachère? Un guet qui a été haktochot, ça veut dire qu'il a gratté et creusé les contours et l'intérieur de la lettre et la lettre est en relief. Pourquoi tu dis que ce n'est pas cachère, que ça ne s'appelle pas une ktiva, mais pourtant, on retrouve que le tzitz, Nezer HaKodesh, que le Kohen Gadol portait sur son front, la plaque frontale en or, qui était sur le front du Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il y avait gravé dessus? Kodesh Lachem, 2 mots. Kodesh Lachem. Est-ce que c'était en écriture? Non. C'était quoi? En relief. Et comment est-ce qu'on a pu faire le relief a priori? C'est en prenant en grattant le contour de la plaque d'or. Je gratte tout le tour. Et c'est comme ça que j'ai une lettre en relief. Kodesh Lachem. Donc et pourtant, la Torah, elle l'appelle comment? Mirtav. Comme c'est écrit dans le Pasuk, Vaya'asu etzitz nezer hakodesh zahav tahor vayichtevu alav mirtav pituhe hotam kodesh lachem. Ça veut dire qu'il n'était pas avec une écriture, mais avec pituhe hotam, comme un tampon. Vous avez déjà vu un tampon? C'est quoi un tampon? C'est qu'on a des reliefs, et quand on met dans l'encrier, dans l'encre, et après tu fais ça, eh bien tu as le relief qui est maintenant tamponné. Alors, tu vois que la Torah, elle a appelé le Pituhe Hotam, elle l'a appelé Mirtav. Alors pourquoi tu m'as dit que Haktochot, ce n'est pas cachère pour un guet? Parce que à propos du guet, il est écrit dans la Torah, Vekatav la Sefer Keritut. Il faut une ktiva et pas Vehakak. Il ne faut pas Haktochot. Mais tu vois que le tzitz Nezer HaKodesh, ça s'appelle Ketiva, bien que c'était Haktuchot. La Gemara répond, c'est faux. Le tzitz, la plaque frontale en or du Kohen Gadol, ce n'était pas un relief parce qu'il avait creusé et gratté tout autour. Non. Kedin Rezahav, velo Kedin Rezahav. Ça ressemblait à des dinars zahav qui ont une effigie et ça ne ressemble pas à un dinar zahav qui a une effigie. C'est-à-dire, kedin rezahav des bolettes, velo kedin rezahav des iluhatam tochot, hacha yerechot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que dans l'apparence, ça ressemblait à un dinar zahav. Qu'est-ce qui fait que le dinar zahav, c'est une monnaie courante? Parce qu'il y a la photo du roi, n'est-ce pas? Il y a une image dessus. Comment ils ont fait l'image? Eh bien, ils ont tamponné comment on appelle ça? Ces dinarim avec une effigie. Mais comment ça s'est fait? Ça s'est fait en relief. C'est-à-dire qu'ils ont en effet comprimé le contour, où ils l'ont gratté, et ils ont laissé en relief l'effigie. Mais pour le tzitz Nezer HaKodesh, c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Le tzitz, comme on va le voir plus tard, ils ont pris la plaque, une fine plaque, et ensuite, par derrière, ils ont mis un moule, c'est-à-dire, pas un moule, comment on appelle ça, les lettres. Les lettres, on met par en dessous des barres,
en forme de lettre et on appuie dessus. Et quand on appuie dessus, eh bien la lettre elle sort. Comme la lettre elle va sortir, alors en effet, ça s'appelle Vehakak, Pituhehotam. Donc c'est la lettre elle-même qui, elle, va être fabriquée avec ça. Et donc lorsque tu donnes des coups sur la barre et que tu fais ressortir la lettre à l'extérieur, ça s'appelle Hakierechot, pas Haktuchot. Hakierechot. Et quand tu travailles sur la lettre elle-même, et pas que tu travailles sur le contour et la lettre elle reste en relief, alors dans ce cas-là, c'est kasher. Donc c'est kasher pour le tzitz, c'est kasher pour le get. Donc l'effet de presse, c'était sur les petites barres que l'on mettait en forme de lettre par derrière pour appuyer sur la plaque frontale pour qu'il y ait du relief de l'autre côté. Ok. Alors maintenant, la Gemara pose une question à ce propos. Alors je voudrais récapituler. Je vous demande, est-ce que un get qui a été gravé, kasher ou pas kasher? Ça dépend comment. Ça dépend comment. Si c'est bravo. Hazak. Alors ça dépend. Haktochot. Non, le contraire. Haktochot pas kasher. Hakirechot kasher. Quelle est la preuve que oui c'est kasher? Où est-ce qu'on... C'est comme une écriture. Ouais, mais où est-ce qu'on retrouve que c'est écrit que oui c'est kasher? Dans le site. Non. Dans le... Dans le tzitz, mais avant d'arriver au tzitz, d'abord une braïta. Après vous dites le tzitz, c'est très bien. Mais d'abord, on avait vu get shihrur, que si le Eved il est sorti avec un pinkas, il est sorti avec la tabla que son maître il a gravé, on a dit yatsa la hirut. Donc déjà on voit clairement que la gravure c'est kasher, tov meod. Après vous avez une preuve, d'où vous avez une preuve? Le tzitz. Alors, le tzitz, en effet, on voit que la hakika, elle est kasher, mais à condition que ce soit hak yerechot et pas hak tuchot. Très bien. La Gemara maintenant nous dit Amarle Ravina, le Rav Ashi, Rushma, Mihratz Haritz, Okanufe Maknif. Amarle, Mihratz Haritz. Rabotai, quel est le din si quelqu'un a fabriqué un get très spécial? Comment? Il a pris par exemple une pâte, d'accord? Quelque chose qui, comme la pâte à modeler. Ensuite, il prend un tampon, un genre de tampon où il y a dedans le get qui est écrit, mais c'est pas sous forme comme le tampon. Le tampon, lui, il est en relief. Quand vous tamponnez, le tampon lui-même, il est en relief. Là, au contraire, il était en creux. C'est-à-dire que il a préparé un moule de guette. Il a préparé un moule de guette. Et ensuite, il a mis ça sur la pâte et il a appuyé dessus. Il a pressé. Et avec cette presse-là, maintenant, tu retires le moule et tu vois le get écrit. En profondeur. Il n'y a pas de relief. En profondeur. Maintenant, on voit qu'il y a des reliefs. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est kasher ou pas kasher? Pourquoi on dirait que oui? Pourquoi on dirait que non? Alors ça dépend. On a compris la règle. C'était quoi la base? C'est quoi la règle de base? Haktochot is not good. Hakierechot is good. Alors maintenant, quand il appuie sur la pâte et qu'ensuite on a des reliefs, il y a deux façons de comprendre. Écoutez bien les amis, écoutez ça. Soit on dit que quand il a appuyé, il a pressé la pâte, alors les lettres qui sont à l'intérieur du moule, eh bien ces lettres, elles étaient déjà là, et donc c'est comme un relief. On a déjà dit que Haktochot, ce n'est pas kasher. Haktochot, c'est pas un get kasher. Ou bien on peut dire, écoutez Rabotai, écoutez, on peut dire que quand il appuie avec le moule sur les côtés, alors quand on presse, alors ça pousse la pâte
vers l'intérieur des creux du moule. Alors c'est comme si les lettres, elles ont été fabriquées avec l'action de l'homme. C'est pas qu'il a agi juste dans le contour des lettres, autour des lettres. Il a agi dans la lettre elle-même. Répétons, on a dit que graver la lettre elle-même, il n'y a pas de problème. Graver le contour de la lettre, et la lettre, elle était déjà là en relief, ce n'est pas cachère, car ce n'est pas l'homme qui a fait la lettre. La lettre, elle était déjà là. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que les contours de la lettre. Il a gratté les contours. Dans ce cas-là, ce n'est pas cachère. Pourquoi ce n'est pas cachère? Car la lettre n'a pas été fabriquée par l'homme, elle n'a pas été formée par l'homme, elle était déjà là. Alors maintenant, la question qui se pose, quel est le din lorsqu'on a compressé une surface plate de cette pâte avec un moule? Alors quand on appuie avec le moule, il y a deux, et après ça je retire le moule, qu'est-ce que je vois? Je vois des lettres en relief. Il y a des lettres qui ressortent. Je peux lire tout le guet. Mais la question est de savoir qui a fait ces lettres. Est-ce que c'est l'homme qui a fabriqué ces lettres? C'est-à-dire que quand il a pressé le contour, ça a poussé la pâte vers l'intérieur des creux du moule, et automatiquement, l'homme est acteur. Et si l'homme est acteur, alors ça s'appelle une écriture et le guet est cachère. Ou bien on va dire que l'homme n'est pas acteur au niveau de la lettre. Il a juste compressé, il a compressé les contours, et automatiquement, qu'est-ce qui reste? Il reste la partie qui était dans le creux du moule, dans la cavité du moule, qui, elle, cette partie-là, n'a pas été appuyée. C'est pour ça qu'elle est là, et qu'on la voit en relief. Mais ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui a formé la lettre. Si ce n'est pas l'homme qui a formé la lettre, donc ça ne s'appelle pas avec katav. Si ce n'est pas avec katav, alors le guet n'est pas cachère. Alors répétons la question. Amar les Ravina, les Rav Ashi. Je répète la question. Rushma, mihratz haritz, okanufe machnif. Est-ce que le tampon, est-ce que c'est rak horetz, c'est juste creuser autour, on fait des haritzim autour, on a gratté le tour, oh, kanufe machnif, ou bien au contraire, c'est le fait de presser autour, alors automatiquement on fait rentrer la pâte dans les creux du moule, et donc la lettre, elle est fabriquée par l'homme, donc ça devrait être cachère. Amarle, il lui a répondu, Mihratz Haritz, ce n'est pas cachère. Moi, je vous ai parlé d'une pâte, pour que ce soit facile d'imaginer. D'accord? Mais on peut imaginer la même chose sur une plaque en or, par exemple, ou en argent. Et on a pris un moule et on a appuyé dessus. Alors la question, elle se pose toujours de la même façon. Est-ce que la compression autour, c'est cette pression-là qui ramène le milieu à être plus en relief, ou bien pas du tout? Pas du tout. Le milieu, il reste à sa place, et il n'y a que les côtés qui ont été comprimés. Alors il lui a répondu, Mihratz Haritz. Ce n'est que les côtés qui ont été comprimés, mais la lettre elle-même, elle est en relief de par elle-même. C'est pas l'homme qui l'a formée, et donc un guet pareil n'est pas cachère. Etive, Lohaya ketavo shokeya, ela bolet, kedin rezahav. De quoi on parle? Du tzitz nezera kodesh, la plaque frontale du Kohen Gadol, sur laquelle il y avait écrit deux mots, Kodesh Lachem. Et c'était en relief. Et on a dit que pourtant ça s'appelle Ketiva. Comment ça peut s'appeler Ketiva? Mais pourtant c'était a priori fait avec un moule. C'est comme ça que la Gemara comprend pour l'instant qu'on a pris un moule où il y avait écrit Kodesh Lachem et on a appuyé avec ça sur une plaque en or. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu sur le côté une couche mince et au niveau des lettres, une couche
épaisse, alors qu'est-ce qu'on a? Des lettres en relief. Kodesh Lachem. Alors si c'était kasher, si le tzitz il était comme ça, et pourtant c'est écrit Mirtav, je répète le passouk, Vayarasu et tzitz nezer kodesh zav taor, Vayirtevu alav Mirtav pituhe hotam. On a écrit sur lui comme on fait avec les tampons. Alors tu vois que comment c'était fait là-bas, c'était en relief. Et comment c'était en relief? Apparemment, la Gemara elle comprend pour l'instant qu'ils ont pris une plaque et ils ont pris un moule où il y avait des lettres et ils ont appuyé sur le moule et c'est comme ça qu'ils ont pressé l'or qui était autour et les lettres elles étaient en relief. Donc apparemment comment c'est kasher? Pourtant c'est écrit Mirtav, Mirtav. Alors la Gemara dit donc forcément c'est que quand tu presses les côtés, alors ça rentre dans le creux du moule. Dans le creux du moule ça rentre et c'est qui fait rentrer? C'est l'homme. Par l'action de la pression autour, alors il pousse vers le milieu. Et donc c'est l'homme qui a formé la lettre. Donc pourquoi tu m'as dit qu'un guet qui est écrit sous cette forme de Rochem, alors ce n'est pas kasher? Pourquoi pas? La Gemara, pour l'instant, elle ne comprend pas qu'on est passé par en dessous. La Gemara, elle comprend pour l'instant, c'est pour ça qu'elle a posé la question. Elle dit... qui lui a dit Mihrat Harit. Exactement. Alors il lui dit, toi tu as dit que c'est Mihrat Harit, alors comment le tzitz était kasher? Pourtant il fallait écrire les lettres dans le tzitz. Et comment ils l'ont écrit? Apparemment, a priori, c'est qu'on a pris une plaque, et on a appuyé dessus avec des moules, et donc tu vois que ça marche. Ça veut dire que quoi? Que quand on appuie et on presse les côtés, eh bien, la matière qui se trouve sur les côtés, elle s'entasse et elle s'accumule dans la cavité du moule. Et donc la formation de la lettre qui est dans le creux du moule, c'est par l'homme. L'homme, il a poussé la matière vers le milieu. Alors ça devrait être considéré kasher, même pour le guet, puisque pour le tzitz, c'était kasher. Alors il lui a... Alors je répète. Etive lo haya ketavo shokeya et la bolette. Les lettres du tzitz, Kodesh Lachem, ce n'était pas enfoncé, gravé, c'était au contraire en relief. Que dinar et zahav, comme des dinars zahav, des dinars en or. Veis al kadatar. Et si tu penses que Mihrat Harit, si tu me dis que en fait, quand on appuie avec le moule, ça appuie juste les contours et automatiquement les lettres, elles sont déjà là en relief. Haba'inan mirtav veleka. Pourtant, il faut que ce soit mirtav pituhe hotam. Et ce n'est pas le cas d'après toi. Réponse. Kedinare zahav velo kedinare zahav. Le tzitz ressemblait à des dinars, mais il ne ressemblait pas à des dinars. Il ressemblait à des dinars dans le résultat, mais il ne ressemblait pas aux dinars dans la fabrication. C'est-à-dire, la fabrication du dinar, c'est qu'on prend un moule et on appuie dessus, on comprime, et quand on frappe avec l'effigie la pièce elle est plate. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour avoir une effigie? Tu prends un moule et tu appuies dessus, et en pressant la matière qui est autour, automatiquement, qu'est-ce qui reste au milieu? Il reste la forme de l'effigie. Là, c'est pas l'homme qui a fait la forme. L'homme, il a appuyé le contour de la forme. Et la forme, elle était déjà là. Ça, c'est assour pour le tzitz. Alors, comment ils ont fait pour le tzitz? Le tzitz, pour les dinaré zahav, c'est migavaï. Tandis que pour le tzitz, c'est me'avraï. C'est-à-dire, à l'envers. le tzitz, ils l'ont mis à l'envers. Dans le sens où ils ont pris, par exemple, prenons un exemple. Je prends, voilà, je prends la plaque, oui, je prends la plaque, et je prends une forme de lettre, par exemple, en métal. Je prends une forme de lettre, un samer, en rond. Je prends le rond, et je le mets ici.
je prends le samer et je le pose sur la plaque d'or. Et je tape dessus avec mon marteau. Et de l'autre côté, eh bien, il sort en relief. Et après ça, on va retourner, on va lui mettre ici. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le gavaï. Mais où on a travaillé? Dans le havraï. C'est-à-dire la partie arrière. C'est là-bas où on travaillait. Mais la partie devant, la partie avant du Kohen Gadol, eh bien, ça, on voit le relief. Mais ce relief-là, il n'a pas été fabriqué en appuyant sur le tour de la lettre, sur le contour de la lettre. Non, on a tapé sur la lettre elle-même. On a pris des formes de lettres et on les a mis derrière la plaque et on a appuyé dessus et c'est comme ça qu'on a obtenu le relief. C'est ce que la Gemara a dit déjà. Exactement. Seulement la différence, c'est que avant, on avait parlé de la différence. Avant, on avait parlé, mais on n'avait pas parlé du moule. Avant, on avait cru que comme ça, on a gratté. La Gemara dit non, il n'a pas gratté. Alors, mais on a cru, ok, on n'a pas gratté. Mais peut-être qu'avec un moule, c'est Besséder. Et c'est pour ça qu'il lui a posé la question, quel est le din si c'est avec un moule? Il lui a dit, c'est pas kasher. Il lui a dit, mais le tzitz, alors comment ils ont fait? Ok, tu m'as dit qu'ils n'ont pas gratté. Alors comment ils ont fait? Apparemment, c'est avec un moule. Il a dit, non, c'est pas avec un moule. Le moule, c'est pour les dinars et zahav. Les dinarim, ça se fait avec un moule. Oui. Mais pas les... Pas le tzitz. Mais pas le tzitz. Alors, maintenant, la Gemara va passer à autre chose. Ba'amine. Rava merav Nachman. Katabla get altas shel zahav. Ve'amarla hitkabli giter vitkabli ketubater mahu. Quel est le din si le mari veut faire d'une pierre deux coups? Vous savez que normalement, quand quelqu'un divorce, il doit faire deux opérations. Première opération, c'est le get. Deuxième opération, ketouba. C'est-à-dire, premièrement, il lui donne le get pour la libérer, pour l'autoriser à se remarier avec quelqu'un d'autre. Donc il a créé la rupture, mais Katavla Sefer Keritut, ils n'ont plus de lien entre eux. Et d'autre part, il doit lui reverser la ketouba, il doit payer ce qui s'est engagé au moment du mariage, de payer la ketouba. Imaginons, le bonhomme, il a écrit un get sur une plaque en or. Sur une plaque en or, et il a écrit tout le get. Maintenant, il lui donne la plaque en or, il lui dit voilà. Voilà, ça, c'est à la fois ton get et c'est à la fois ta ketouba. C'est-à-dire, les lettres écrites, c'est le get, et le support, c'est la ketouba. Est-ce que ça marche? La Gemara dit, en effet, oui. Nitkabla gita, venitkabla ketubata. Tout va bien, tout va bien. La Gemara nous dit maintenant comme ça. Et Yves, comment dis-tu que on peut faire d'une pierre deux coups? Il lui donne le get, il lui dit c'est ton get et c'est ta ketouba. Pourtant, il est écrit dans la Braïta Itkabli giter ve'ashar liktubater nitkabla gita ve'ashar liktubata tamadi kashe'ar ale kashe'ar lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une Baraïta qui dit que, en effet, si quelqu'un a pris par exemple un guet qui était long, dans ce guet, le parchemin était long. Vous savez qu'un parchemin, ça coûte de l'argent? Ouais. Alors, le haut, il lui a dit, le haut, c'est ton guet. Le bas, tu le prends aussi pour ta ketouba. Combien ça coûte le bas? Tu peux couper le bas et le vendre. Si tu coupes le bas et tu le vends, combien ça coûte? On va dire ça coûte à peu près 200 shekels. Combien il lui doit pour la ketouba? 2000 shekels. Alors déjà, ça fait 1800 shekels. Tu as eu un acompte. Alors, ça marche? Est-ce que ça marche, oui ou non, les amis? Oui, ça marche. Question... Mais c'est écrit dans la Braïta, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est écrit.
Amarla itkabli giter v'ash'ar liktubater nitkabla gita v'ash'ar liktubata. Alors maintenant, regardez la kushia qu'il lui pose. Il lui dit, Tama de ika she'ar, haleka she'ar lo. Comment tu peux dire que quelqu'un qui a donné un guet en or à sa femme, il y avait une plaque d'or. Il a écrit sur la plaque d'or un guet. Mais le guet, il était de haut en bas. Il lui a dit, hareze giter. Qu'est-ce que tu as dit? Quand il lui a dit, hareze giter, mais hareze ketubater, tu me dis, ça marche. Elle a reçu et le guet et la ketouba. Mais comment ça se fait? Mais pourtant, il est écrit dans une autre baraïta que c'est seulement si le parchemin il est long et que la moitié était écrite et l'autre moitié n'est pas écrite. Alors, comme l'autre moitié du parchemin n'est pas écrit, c'est du papier blanc, il peut revendre cette partie blanche, il peut la revendre. Et donc, elle a déjà un acompte pour sa ketouba. Mashma, que c'est seulement s'il y avait une partie blanche, une partie vide. Alors là, on peut dire que cette partie-là, c'est pour la ketouba. Mais la partie qui est le support du guet lui-même, ça peut pas être pour la ketouba, parce que c'est déjà le guet. Alors comment tu m'as dit qu'une plaque en or, qui est le support du guet, ça peut servir pour deux objectifs? Pour le guet et pour la ketouba. Mais c'est pas possible, parce que si ça sert déjà au guet, ça peut pas servir à la ketouba, parce que si c'est pour la ketouba, ce n'est pas un guet. La preuve, c'est que quand est-ce qu'il peut lui dire les hachar liktubater, c'est seulement s'il y a hachar, s'il y a encore un reste qui n'est pas écrit, la partie vide, la partie blanche, d'en dessous, ça peut être ketouba. Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est comme ça? Parce que, a priori, on ne peut pas donner à une femme des lettres sans support. Est-ce que je peux écrire une lettre dans l'air? Non. Il faut qu'il y ait un support. Il faut qu'il y ait un objet. Écrire. Je ne peux pas mettre de l'encre dans l'air. L'encre, elle doit être posée sur quelque chose. Donc ce quelque chose-là, ça c'est sûr que ça fait partie du guet. Il n'y a pas de guet sans support. Alors comment il peut payer la ketouba avec le support du guet? Mais le support du guet, c'est le guet. Il n'y a pas de guet sans support. Alors ça ne peut pas être ketouba. Parce que s'il lui donne ça en tant que ketouba, donc il ne lui a pas donné de guet. Il lui a donné une ketouba sans guet. Et quelle est la preuve que c'est comme ça? C'est que nous voyons dans une baraïta que quand est-ce qu'il peut verser un acompte pour la ketouba, que si hachar, c'est quoi hachar? Une partie qui est non écrite, une partie blanche, une partie vide, mais la partie qui est écrite, la partie qui est le support de l'écriture, ne peut pas être considérée en aucun cas, ça ne peut pas être considéré comme... Oui, mais seulement il y a la valeur de la chose. Oui, mais la valeur de la chose... Oui. Quand on donne un guet sur un plaque d'or, sa valeur est importante. Donc, on peut dire que le guet, bon... Le reste, il va élever. Tom, alors on va voir, Léat. La Gemara dit, Huadin de Afhal Gab de Lika She'ar, Ve'aka Mashmalan de Afhal Gab de Lika She'ar, Yamarla in ilolo, Maïtama, Avira de Megiltahu. La Gemara dit que Behemet, même s'il n'y a pas de reste, il n'y a pas une partie écrite, une partie non écrite, non. Behemet, même s'il n'y avait que une partie écrite. Comme le guet. Comme la plaque d'or. Et le bonhomme, il dit à sa femme, il lui dit, écoute, la partie écrite, elle va remplir deux fonctions. D'une part, le guet, et d'autre part, la valeur du guet. Pour le guet lui-même, hinemator, et la valeur du guet, c'est la ketouba. Alors pourquoi est-ce que la Braïta a parlé de she'ar? C'est-à-dire qu'il y avait... En bas du guet, il y avait une partie qui était blanche, une partie vide. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une partie vide, puisque même une partie écrite, c'est aussi bien. La Gemara dit, le hidouche, c'est seulement s'il lui a dit. Il lui a dit, le haut, c'est pour le guet. Le bas, c'est pour ta ketouba. Mais Behemet, même le haut, il peut lui dire pour la ketouba. Il peut lui dire pour la ketouba, comme pour la plaque d'or. Une petite plaque d'or où il y a écrit le guet, ça peut servir pour les deux.
Aussi bien le get et aussi bien pour la ketouba. Ah, alors pourquoi est-ce qu'on a dit hashar que s'il y avait une partie qui reste, qui est blanche? C'est pour te dire que s'il lui avait pas dit que la partie blanche c'est pour la ketouba, eh bien ça va pas être automatiquement pour la ketouba. J'aurais dit que ça va pas pour la ketouba. Pourquoi? Parce que c'est un seul get, c'est un seul objet. Et comme c'est un seul objet, alors il y a une partie écrite, il y a une partie blanche. Ce n'est pas parce que il y a une partie blanche que automatiquement ça va aller à la ketouba. Non, pas du tout, car c'est un seul support. C'est seulement s'il lui a dit hashar liktubater que hashar liktubata. Mais s'il ne lui a pas dit, alors on considère que automatiquement le get est un get et ce n'est pas une ketouba, car ce qu'il lui a donné c'est un seul objet. Tu lui as donné, c'est un Avira de Megilta, le parchemin. S'il lui a donné un parchemin, alors même s'il y a une partie qui est blanche, ça s'appelle le get. Et donc ça ne va pas aller à la ketouba, sauf s'il lui a dit. Ok. Alors à Botaï, je vous pose une question maintenant, rien que pour voir si vous êtes avec moi. Quel est le din si quelqu'un donne un get à sa femme, où il n'y a pas de blanc, il n'y a que de l'écriture, Nahom, il lui donne et lui dit Arezé l'ektubater. Là, on vient de dire maintenant qu'il n'y a pas de différence entre qu'il reste du blanc ou il ne reste pas de blanc. Tanu Rabanan, Arezé giter ve'aneyar sheli ena megureshet. Ah, maintenant vous voyez les subtilités. Imaginons par exemple, le bonhomme dit à sa femme, je te donne le guet, l'encre, l'écriture en encre, elle est à toi, mais le papier, le support, il est à moi. Je ne sais pas de quelle ville il venait là. Non, dis pas non, dis pas non. Alors, Ravissez pas. exactement. Alors, dans ce cas-là, elle n'est pas Megourechet. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas Megourechet? Parce qu'elle n'a pas la totalité du corps. Il faut un support. Elle n'a pas la totalité dans l'air. Ça n'existe pas. Rashi dit de Kevan she'aneyar shelo lo natan klum de nimtseu otiot porhot ba'avir. Car étant donné qu'il lui a dit le papier il reste à moi, eh bien dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il lui a rien donné. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné de l'encre dans l'air. Il ne lui a pas donné un livre. Mais Nathan Sefer Keritut. Il lui a donné que des otiot pour Hod Ba'avir, des lettres en l'air. Il n'a pas donné avec le support. Ok. Alors maintenant la Gemara dit. Ok, j'ai compris. Mais s'il lui a dit, écoute, c'est matana, almenat leahzir, comme on fait pour le etrog. Je te donne, mais à condition de me le rendre. Alors il n'y a pas de problème. Kacher. Pourquoi? Car au moment où il lui a donné, il lui a donné le papier avec l'écriture. Donc, Venatan là, c'est faire Keritut. Après ça, elle lui rend, il n'y a aucun souci. Un get est caché même s'il a été donné Bematana almenat lehahzir. Car on n'a pas besoin que ça reste chez elle toute la vie, le papier. Même si après elle prend le papier, elle le jette à la poubelle, il n'y a aucun problème. Le principal, c'est qu'elle a reçu, ça est pour. Alors, même s'il lui a donné à condition qu'elle le lui rende, il n'y a aucun souci. Il lui a donné, c'est une vraie matana. Venatan là, c'est faire Keritut, tout va bien. Ok, maintenant, Ba'erav Papa. Ben Shita le Shita ou Ben Teva le Teva Maï. Maintenant, regardez. Quel est le din dans le cas précédent? Répondez-moi. Quelqu'un qui dit à une femme, voici le guet, en fait, je te donne que l'écriture, mais pas le parchemin, pas le support. Le papier reste à moi. Il n'y a que l'écriture qui est à toi. Est-ce que ce guet est caché ou pas caché? On a déjà dit que non. Bravo. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, regardez ça. Il y a une lettre, il y a une ligne écrite. Ensuite, il y a une interligne. Après ça, il y a encore une ligne.
Et après, il y a interligne. Après, ligne. D'accord, maintenant, il lui dit, écoute, je te donne le guet avec le support, mais que le support de l'écriture. Mais le cuir, c'est-à-dire le parchemin qui est entre une ligne et l'autre, puisque c'est blanc, ce blanc-là, il est à moi. Ça, je te le donne pas. Je te donne que le support de l'écriture. Mais les interlignes, c'est à moi. Est-ce que le guet est caché, oui ou non? Ça peut marcher. Oui, il est caché, il faut qu'elle a reçu. Terminé. C'est un cas d'école. Alors, Rabotaï, écoutez bien. C'est un cas de lycée. C'est pas C'est pas s'il y a des livres qui manquent. C'est un cas de lycée. Alors, Moraï Rabotaï, la Gemara pose la question. Ben Shita les Shita ou Ben Teva les Teva Maï. C'est-à-dire, comme les interlignes, il lui dit tout le blanc des interlignes, c'est à moi. Ça, je te le donne pas, ça reste à moi. Tous les entremots, Teva et Teva, il y a de l'espace blanc entre chaque mot. Cet espace blanc, il reste à moi. Quel est le din? Est-ce que le guet est caché, oui ou non? La Gemara dit Teko. On ne sait pas quel est le. La Gemara dit, mais pourquoi tu ne connais pas la réponse? La réponse, elle est facile. Pourquoi? Vetipokle de Sefer Echad Amar Hamana velo shnaim ushlosha sfarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une règle. Nous avons une règle. C'est que dans quel cas elle est megoureshet? C'est seulement si c'est un Sefer Echad. Imaginons par exemple, il a écrit la moitié du guet sur un parchemin et l'autre moitié du guet sur un parchemin. Et il lui a donné les deux moitiés. Est-ce que c'est caché, oui ou non? Pas caché. Pourquoi? Parce que la Torah dit Venatanla Sefer Keritut et pas Shnesfarim. Un livre, pas deux livres. Alors maintenant, s'il lui dit je te donne là où c'est écrit, mais les interlignes blanches, c'est à moi. Alors si c'est à moi, alors en effet, donc ça fait plusieurs séphers. Un séphir à toi. Un séphir en dessous, c'est à moi. Un séphir à toi. L'interligne à moi. Donc ça fait plusieurs sfarim. C'est comme si c'était coupé. Et si c'est comme si c'était coupé, alors ce n'est pas bon, car on vient de dire que la Torah dit un seul sefer et pas shnaim ou shlosha sfarim. Alors pourquoi est-ce qu'on est resté en suspens? Normalement, on aurait dû dire, c'est sûr que ce n'est pas kasher. Pourquoi la Gemara, elle pense que ça peut être kasher? Alors la Gemara dit, comment ça se fait que Rav Papa avait un safek? Mais c'est évident que ce n'est pas kasher, puisque il dit, les lignes écrites sont à toi, les lignes non écrites sont à moi. Alors ça découpe le guet en plusieurs sfarim. Et la Torah dit, Sefer Echad et Pash, un shnaim ou sfarim. Réponse, Rav Papa, quand il avait un safek, c'était dans le cas où c'était merouré. C'est-à-dire que les lettres de la ligne supérieure pouvaient descendre jusqu'en bas, par exemple le kouf, ou le tzaddik sophite et ainsi de suite, des lettres qui sont rallongées et qui peuvent s'enchevêtrer à l'intérieur de la ligne d'en dessous. Ce qui fait que toutes les lignes, elles ont quelque chose en commun, elles sont reliées. Et dans ce cas-là, le guet peut former un seul ensemble. Parce que même si tu t'amusais à prendre des ciseaux et à couper les interlignes, il resterait entier. Bravo. Et dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas Shnaim o Shlosha Sfarim. Vekatavla Sefer Keritut. Donc à ce titre-là, ça devait être kasher. Il n'y a pas de problématique sur le plan de Sefer Echad o Shnaim. C'est Sefer Echad. Mais la question, elle se pose différemment. Est-ce qu'un homme peut jouer à cela, de lui dire que ce qui est Katouv est à toi et ce qui n'est pas Katouv, Ben Teva les Teva ou Ben Shita les Shita, ça m'appartient. Eh bien, à ce niveau-là, on est resté en suspens. La Gemara n'a pas donné de réponse finale. Ok, maintenant, la Gemara nous parle maintenant d'un autre cas de figure, encore une fois, c'est ce que j'appelle un cas d'école, atypique totalement. Ba'er Ami Barhama. Hayu muhzakim be'eved shehu shelo, veget katuv al yado. והרי הוא יוצא מתחת ידה, מהו? מי אמרינן? אקנויה אקנלה, או דילמה, הוא מנפשי עיל.
Quel est le din si jamais un homme va faire comme il est écrit dans la Mishnah? Nachon, on avait dit que si un homme écrit un guet sur n'importe quoi et il le donne à la femme, tout va bien. Même sur un eved, ou bien sur une vache. Il prend sa vache, et il écrit le guet dessus, il donne à sa femme. Ça marche. Il prend un eved, il écrit sur son dos le guet, il donne à sa femme le eved kenaani. Ça marche. Hachamim. Il n'y a que Rabbi Yossi qui a dit que Kol davar sheshboru haim, ça marche pas. On ne parle pas d'après Rabbi Yossi. Alors on parle maintenant. Donc, imaginons, Rabotai, maintenant, une femme, elle vient au Beddin. Elle dit, Morev et Rabotai, je voudrais me remarier. Elle dit, dis-moi, tu as reçu le guet de ton mari? Bien sûr. Alors, elle a le Eved Kenaani qui est avec elle. Et il lui dit, tu peux relever ton pull? Montre-leur ton dos. Et ils lisent, waouh, tout le guet, il est écrit. Le nom de son mari, son nom à elle, leur ville, tout le guet, il est écrit sur le dos du Eved Kenaani. Mais tout le monde le sait que ce Eved Kenaani appartenait au mari. Alors la question se pose, est-ce que le mari lui a donné le Eved Kenaani cadeau pour le guet ou pas? C'est-à-dire qu'on a un safek. Nous, on n'a pas vu. On n'a pas de témoin visuel qui lui a transmis ce Eved Kenaani en tant que guet. Elle prétend, elle raconte des histoires. Est-ce que c'est des histoires à dormir debout ou bien à tenir debout? C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Elle vient avec un Eved Kenaani. Et le Eved Kenaani, il a tout le guet qui est écrit sur lui. Mais tout le monde le sait que ce Eved Kenaani, il appartenait au Adon. Est-ce que le fait qu'elle est venue avec lui, ça veut dire que c'est à elle aujourd'hui? Qu'aujourd'hui le Eved Kenaani lui a été donné à elle. 610 de Ketoubar, 610 de Ketoubar, 610 de Ketoubar. Et l'acte de transmission, il est où de Ça, c'est dans la mesure où il a divorcé. Mais imaginons le mari vient et il dit, eh oh, moi jamais j'ai divorcé. J'ai écrit le guet sur le dos du Eved Kenaani. Mais après cela, il y a eu un shalom baït. Le rabbin est venu à la maison, on a pris un verre de café, il nous a calmés, et c'est comme ça qu'on a repris. Finalement, je ne lui ai pas donné le Eved Kenaani. C'est à moi ce Eved Kenaani, tout le monde le sait. Alors maintenant, qui a raison, le mari ou elle? Est-ce qu'elle peut se servir du Eved Kenaani comme preuve ou pas? Alors maintenant, il faut savoir une chose. On a une règle. Hazaka, kolma sheta hatiado chez la dame, chez lohu. Si moi je vois que vous avez un téléphone, vous avez une montre, à qui est ce téléphone? À qui est cette montre? Mais peut-être que c'est au voisin, votre voisin, peut-être ça lui appartient, la montre? Non, on a une hazaka. Tout ce qui est dans la main de l'homme, c'est à lui. Kolma sheta hatiado chez la dame, chez l'homme. Alors maintenant, ce Eved Kenaani, c'est vrai qu'avant, on savait qu'il était au mari, mais maintenant, on voit le Eved Kenaani entre les mains de la femme, c'est-à-dire, elle vient avec lui, au Beddin. Donc ça veut dire que maintenant, il est à elle. Et alors, est-ce qu'on peut raisonner ainsi et dire que certainement, elle est divorcée, car le mari avait fait écrire le guet sur le dos du Eved, et ensuite, il a donné le Eved à sa femme, et donc tout va bien dans le meilleur des mondes, elle est divorcée. C'est la question. Autre part. Bae Rami Bar Hama. Celui qui a posé la question, c'est Rami Bar Hama. Hayu muhzakim be'evet shehu shelo veget katuv al yado. Moi j'ai dit sur le dos. Mais non, c'est pas le dos, c'est yado. C'est sur la main. Seulement, comme vous avez du mal à imaginer tout un guet écrit sur une main, alors pour ça que j'ai dit le dos, mais en fait c'est sur la main. Et voilà que maintenant le Eved, il est Yotse Mita Hatiada, ça veut dire qu'il est dans
sous sa possession à elle, c'est-à-dire c'est elle qui le tient, dans sa saisie à elle, dans son emprise. Maou, quel est le din? Mi amrina naknuye knela, odilma ou menafshe ail. Est-ce qu'on va dire que c'est le mari qui lui a donné à la femme, et donc maintenant c'est à elle? Ou bien on va dire, humin nafshe ail, en araméen, de lui-même il est venu. C'est qui de lui-même il est venu? Le Eved Kenaani, il est venu chez la femme. Mais ça veut rien dire. Le fait qu'elle le tienne, ça veut pas dire que c'est à elle. Amar Rava, d'abord Rava, avant de rentrer dans le vif du sujet, il ouvre une parenthèse. Et il dit, je comprends pas comment tu peux imaginer qu'elle est cachère. Vetipokle de ktav sheachol izdayefu. Mais Bichlal, c'est une écriture qui peut être falsifiée. Et on ne le saura pas. Lui, il va prendre un savon et il va laver, il va effacer le haut. Par exemple, imaginons, le mari a dit à sa femme, ce guet-là, il a écrit comme ça. Ce guet-là, il sera à condition que pendant 30 jours, tu ne vas pas chez tes parents. Ou bien, par exemple, pendant 30 jours, tu m'apportes un café, tous les jours. Après 30 jours que tu m'as fait un café tous les jours, alors le guet, il prendra effet. Elle, maintenant, elle n'a pas envie de lui faire le café, ou bien elle veut pas, elle veut rentrer tout de suite chez ses parents. Elle efface, et elle recopie le guet. Elle garde que les signatures en bas, et elle efface tout le haut et recopie. En général, pourquoi on n'a pas peur que la femme fasse des choses pareilles? Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle me'afatsim, memilin. On trempait le parchemin dans les noix, le jus de noix de Galles, qui fait que si jamais tu grattes, alors tout le monde va voir que tu as gratté. Parce que tout autour, c'est écrit normalement, et là où tu as changé, on voit que c'est gratté, c'est raturé. Alors on va voir que c'est du faux. Mais là, sur un Eved Kenaani, elle peut effacer, écrire ce qu'elle veut. Ça s'appelle Ketav Sheyachol Leizdayev, ou une écriture qui peut être falsifiée. Donc ce n'est pas cachère. Alors je ne comprends pas. Alors la Gemara nous dit Ul Rava, Kashia Matnitin, Alayad Shel Eved. Je ne comprends pas. Rava, il pose une question à Rami Bar Hama, qui était sa Havruta. Vous savez que Rami Bar Hama et Rava, les deux, ils étaient les élèves de Rav Hizda. Et les deux, ils sont devenus les gendres de Rav Hizda, avec une seule fille. C'est-à-dire, quand la fille de Rav Hizda, elle venait sur les genoux de son père et qu'il donnait un cours à ses deux élèves, il a dit, Rav Hizda lui dit, ma fille, avec qui tu veux te marier, avec celui-là ou avec celui-là? Elle lui a dit, les deux. Rava a dit, et moi le dernier. Hashem Yazor. Elle s'est mariée avec Rami Marhama, il est niftar, et ensuite elle s'est mariée avec Rava. Alors maintenant, Rava, et vous savez comment elle est nifteret? Vous savez comment elle est nifteret? Avec l'histoire de Bar Hedia, dans ma Sechet Brachot, une longue histoire. Bon, mais Kitso, Rava, il a dit à la fin, je lui pardonne tout le mal qu'il m'a fait, Bar Hedia, mais une chose que je ne lui pardonne pas, par rapport à l'interprétation du rêve. Il avait interprété le rêve d'Abaye et de Rav, je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais en tout cas, elle est morte suite à la mauvaise interprétation de Bar Hedia. Il a dit, je lui pardonne pour tout le mal qu'il m'a fait subir, mais je ne lui pardonne pas pour la mort de la fille de Rav Hizda, la mort de sa femme. Bekitso, Rava dit à Rami Bar Hama, je ne comprends pas ton safek, mais c'est évident que quoi? Que le guet n'est pas cachère, parce qu'il est écrit sur le corps d'un Eved qui est Rolis Daïef. La Gemara dit quoi? Alors comment Rava a compris la Mishnah? Dans la Mishnah, il est écrit clairement que c'est cachère. Katav ala Eved venatan la cachère. Alors pourquoi Rava s'étonne? Rava, il te dit dans la Mishnah, ça parle de quoi? De Ktovet Ka'aka. La Gemara dit les... Non, excusez-moi, pardon, excusez-moi. La Gemara dit, la Mishnah, Bishlama Matnitin, les Rava lo kashia, Be'ede Messira Verabin Azari, et là les Rabbi Marhama kashia. La Gemara dit, la Mishnah encore, je peux dire qu'il s'agit, non pas de Eved Kenaani en tant que preuve, on parle de Eved Kenaani en tant que guet.
c'est-à-dire au moment même où il lui donne le Eved Kenani en tant que guet, avec 2 témoins qui sont présents et qui voient, ils lisent ce qui est écrit sur la main du guet. Ils lisent. Il n'y a pas de falsification. C'est pas une question de preuve. C'est pas en tant que preuve, c'est en tant que guet. Donc ils lisent ce qui a écrit dessus, et après, le mari, il prend le Eved Kenani, il le donne à la femme. La femme a reçu le Eved Kenani, donc elle a reçu le guet. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ravadi, c'est de cela que parle la Mishnah. La Mishnah, elle parle au moment de l'opération divorce. Au moment du divorce. Alors ça, c'est sûr que s'il y a 2 témoins visuels, puisque Rabbi Elazar, il dit Edem et Sira Karte, et il y a 2 Edem et Sira, et il voit qu'il a été Moser le Eved, c'est normal que c'est cachère, la question ne se pose même pas. Lui, il pose la question à Rami Bar Hama, qui dit que, lui, il parle de quoi? De Eved Kenani en tant que preuve qu'il y a eu divorce. Pas pour le divorce, en tant que preuve. C'est-à-dire qu'elle vient au Beddin, elle dit Rabotaï, mon mari m'a divorcé depuis 1 mois, par exemple, depuis 2 mois. Quelle est la preuve? Le Eved. Alors Rava dit, ça c'est une preuve. On ne peut pas apporter une preuve avec un ktav shiachol et isdayef, avec une écriture qui peut être falsifiée. Or, le Eved Kenani peut prendre du savon, et effacer, et après elle écrit ce qu'elle veut. Et le mari, il avait écrit par exemple un guet avec Tnaï, et elle a retiré le Tnaï. Elle a tout effacé, elle a recopié, elle a retiré le Tnaï. Alors ça ne s'appelle pas une preuve qui est falsifiable. Comment? C'est un ziouf, ça. C'est ça la question. Alors comment Rami Bar Hama se pose la question? Mais c'est évident, on ne peut pas se servir d'un Eved Kenani comme preuve de divorce, alors que ça peut être Mezouïaf. La Gemara dit, alors Rami Bar Hama Nami Lokashia, Biktovet Karaka. On peut dire que Rami Bar Hama, il parlait de tatouage. C'est quoi le tatouage? Le guet, il était gravé. Et donc, puisque c'était gravé, elle ne peut pas s'amuser avec du savon pour... c'est indélébile. La Gemara dit, maintenant que tu en es arrivé là, alors même la Mishnah, on peut dire qu'il s'agit de Ktovet Karaka, du tatouage, donc un guet qui est gravé définitivement. La Gemara dit, Allah, quel est finalement le din avec le Eved Kenani? Est-ce que c'est une preuve ou ce n'est pas une preuve? Tashma de Amarish Lakish, Hagodrot en lahem hazaka. C'est quoi Hagodrot en lahem hazaka? Si par exemple, on a des moutons, vous avez des moutons, ou vous avez des vaches. Ces vaches-là, ces moutons-là, ils étaient hier chez Réhouven. Aujourd'hui, ils sont chez Shimon. Réhouven, il vient au Beddin, il poursuit Shimon. Il dit, Shimon, rends-moi tous ces moutons, toutes ces vaches-là. Alors il lui dit, mais c'est toi qui me les as vendus. C'est toi qui me les as donnés ou vendus. Alors le Beddin, il dit à Shimon, tu as une preuve comme quoi il te les a vendus? Il dit, non, je n'ai pas de preuve. Il m'a fait confiance, on a fait ça entre nous. Il lui a dit, alors Beddin, il lui dit, rends-lui tout de suite. Rends-lui, t'as pas de preuve. Il dit, comment ça? Mais, on a une règle. Hazaka kolma shetahat yado shel adam shelo. Par exemple, votre montre. Hier, elle était chez vous. Aujourd'hui, elle est chez moi. Et après, vous venez au Beddin. Ma montre, ma montre. Moi, je dis, mais il me l'a vendue. Alors, Beddin, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? Non. Ils vont dire, c'est à lui, il n'a pas besoin de preuves. Pourquoi? Parce que comment il est arrivé de là à là? C'est qu'en effet, il a raison, qu'il lui a vendu. Hazaka kolma shetahat yado shel adam shelo, mais pas les moutons et les vaches. Car les moutons et les vaches, ils vont tous... ils sont sortis de là et ils sont rentrés chez l'autre. Ça, ce n'est pas une hazaka. Pas la montre. La montre. La montre ou ma veste, c'est pas quelque chose qui marche tout seul pour aller chez toi. Donc, comment c'est passé de chez moi à chez toi? Donc, certainement que je te l'ai vendu. Tandis que... Et Rabotaï, attention, attention. Je vous pose une question. Et si c'était un téléphone?
un téléphone. Ah, Il ça marche pas. n'est pas rattaché au corps, le téléphone. Le code d'ouverture. Il a pu Vous lui avez la prendre. preuve. Il a pu lui prendre. Le mot de Le passe. code d'ouverture. Il a pu Quelques lui prendre. Oh, propriétaires. une autre question. Et un stylo? Aussi pareil, il a pu lui prendre. Ah, le stylo, c'est l'objet. Quelle différence? Alors pourquoi la montre? Regardez. La montre, elle est sur le bras. Et si elle n'était pas sur le bras, imaginons que c'est une horloge comme ça. Une montre goussée. Alors regardez. On a une règle. Dvarim she'asuim le'ash'il ou le'haskir en lahem hazaka. Par exemple, des choses qui sont faites pour prêter. Par exemple, le téléphone, ça c'est fait pour prêter. Toi, tu as besoin de téléphoner? Il n'y a pas de problème. Tiens, Le stylo aussi. toi maintenant, une fois que je l'ai prêté pour faire un appel téléphonique, tu te sauves avec. Et tu dis, voilà, il était chez lui, il me l'a vendu. Non! Parce que c'est fort possible. Le fait qu'il soit dans ta main, c'est pas parce qu'il te l'a vendu, c'est parce qu'il te l'a prêté. Donc, le fait qu'il soit dans ta main, on dit pas Hazaka kolma shetahat yado shel adam shelo. Mais une montre, c'est pas fait pour prêter. Un stylo, c'est fait pour prêter. Le fait que le stylo il est chez toi, ça veut pas dire qu'il te l'a vendu. Parce que peut-être qu'il t'a prêté le stylo pour écrire. Dvarim she'asuim le'ash'il ou le'askir. Tandis que, comme j'ai dit, la montre ou bien un costume, c'est pas fait pour prêter un costume. Donc s'il est chez toi, c'est sûr que je te l'ai vendu. En effet, c'est une preuve. À 90%, c'est que je te l'ai vendu. Ça peut arriver des choses. Mais sinon, en général, des objets qui ne sont pas faits pour être prêtés, eh bien, Hazakak, c'est à lui. Eh bien, mais par contre, quelque chose qui est mobile, comme les animaux, ou comme le Eved, eh bien, ça part tout seul. Voilà la réponse à la question de Rami Barhama. Est-ce qu'un Eved Kenaani, sur lequel il y a un guet qui est écrit sur son dos, et elle l'amène en tant que preuve, comme quoi son mari l'a divorcé, eh bien, la halakha, elle est que ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le Eved Kenaani, de lui-même, il est venu chez elle. Voilà.